C'est parti. Donc, on va aujourd'hui parler, ce matin, parler des laissés pour compte. Donc, je vais revenir un petit peu sur la définition. Je sais que vous êtes pas mal quand même à être familier un peu des familles de destin commun, mais pas tous. Donc, on va y revenir. Ce titre, je trouve, l'écologie prise en étau entre la défiance envers le système et la crise du pouvoir d'achat, définit bien un peu les laissés pour compte, en tout cas nos enjeux aujourd'hui, une très forte défiance et des difficultés économiques. Comment l'écologie trouve sa place bah voilà, dans ce contexte. Pourquoi on a choisi, nous, chez Parlons Climat, de creuser le sujet des laissés pour compte? Il y a plusieurs raisons déjà, parce qu'on entend pas mal parler d'écologie populaire. Il y a une partie des assos et des ONG qui parlent du climat, qui veulent aujourd'hui aller toucher les classes moyennes ou les classes populaires, etc. On s'aperçoit qu'on les connaît peu dans nos cercles, parce qu'on voilà, on est toujours dans de l'entre-soi, donc il y avait une nécessité un peu d'aller discuter avec eux et de mieux comprendre qui ils sont. Je présente pas Parlons Climat, mais vraiment notre ange au cœur, nous, ce qu'on fait, et on passe du temps là-dessus, c'est essayer de comprendre toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas encore aujourd'hui dans le discours écolo et qui ne sont pas du coup mobilisées pour la transition, comment on pourrait les engager au mieux. Et donc nous, notre clé, c'est essayer de les comprendre déjà avant de commencer à leur parler. Et puis peut-être parce que c'est pour contre, c'est quand même un segment de la population qui est assez important en volume, hein, c'est 20 à 25% de la population. Donc enfin, c'est des gens quand même à prendre en compte. Et aussi parce qu'il y a un risque un peu de polarisation. La vie est dure pour eux. Ils ressentent la transition parfois comme une pression qui leur tombe un peu dessus et qui vient d'en haut. Donc voilà, ça nous a semblé intéressant un peu de creuser cette partie de la population. Ce matin, on a quatre grands chapitres, je dirais. Fiche d'identité des laissés pour compte. Donc, c'est un petit rappel pour ceux qui l'ont déjà vu, mais sinon, si vous êtes nouveau, on va quand même mettre à plat qui sont les laissés pour compte, leur vision du monde, leurs grandes valeurs, c'est très important. Avec quelles lunettes, en fait, ils regardent la vie. Leur rapport aux médias, à l'actu et aux informations, en second lieu. Et puis, on verra leur rapport à l'environnement, écologie, transition, médias. Vous avez, on parlait un peu de tous ces mots parce que juste le climat, vous allez voir que ça dit pas la même chose que l'environnement ni la nature. On aura à la fin de ces trois chapitres, on aura 20 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat entre-temps. Et puis, Rémi finira sur la partie communication. Donc, comment adapter nos prises de parole. On a un petit enjeu méthodo. Je vais vous expliquer comment on s'y est pris. Donc, les familles de valeurs, je ne sais pas si vous connaissez Destin commun, donc, qui est donc un think tank que je vous enjoins à découvrir, qui a travaillé avec des chercheurs pour établir une segmentation, donc une sorte de classification des Français, bien qu'on ne puisse pas classer exactement les Français, bien sûr, mais en fonction de vraiment de 70 questions d'ordre psychosocial pour comprendre comment les gens perçoivent le monde, quelles sont leurs préoccupations, leurs valeurs. Et en fait, c'est une manière de classifier les Français qui est plus pertinente pour nous pour analyser le rapport au climat que juste parler des jeunes, des vieux, des CSP+, des CSP-. Ce regroupement par famille de valeurs a plus de sens en fait pour analyser et comprendre le rapport au climat. Donc il y en a 6 des familles de valeurs. Et ce matin, nous, on est sur les laissés pour compte. Voilà. Mais il y a un site complet de référence sur le sujet que vous pourrez consulter. Comment on a fait cette étude? On est reparti en fait de toutes les données qu'on a de base. Donc on fait des études chez Parlons Climat, mais on a aussi toutes nos assos sœurs, More in Common, Destin commun, etc., qui utilisent cette segmentation. Donc on a récupéré ces données, on a refiltré, si vous voulez, en regardant exclusivement les laissés pour compte. Et puis, on a fait un travail une étude qualitative, donc en faisant 30 entretiens d'une heure et demie avec une trentaine de ce qu'on qualifie donc de laissés pour compte, de tout âge, partout en France. Et c'était assez riche. Vous verrez qu'il y a pas mal de verbatim dans la presse. Je ne sais pas si vous êtes familier des études, mais le quali et le quanti, c'est vraiment deux éclairages un peu différents qui se complètent vraiment. En quali, vous laissez les gens parler, vous les écoutez, vous entendez les interrogations, vous entendez les doutes que vous n'avez pas du tout en quanti puisque vous faites des propositions, vous formulez une question et vous proposez parfois des réponses. Donc voilà, ça se complète très bien. Et puis ensuite, effectivement, on a aussi lu et échangé avec des sociologues, notamment qui travaillent sur les classes populaires. Et c'était fort intéressant pour essayer de mettre une petite couche de théorie sur nos analyses et mieux comprendre un petit peu ces personnes-là que nous ne côtoyons pas, du coup, même nous-mêmes dans nos vies. Première partie, donc la fiche d'identité des laissés pour compte. Leur valeur clé, vraiment leur état d'esprit, c'est fortement marqué, je vous le disais peut-être en préambule, défiance, pessimisme. Ils ont une vision assez noire du monde, de leur avenir. Le monde est dangereux, il va dans la mauvaise direction. Ils ont des fondements, vraiment des valeurs très fortes sur l'équité, l'autorité, la justice, le respect. Et surtout, centrale, la valeur travail. Ils travaillent pour gagner leur vie, ils veulent être autonomes là-dessus. C'est très important, le travail pour eux. C'est aussi un facteur d'intégration et de reconnaissance, bien qu'ils en manquent, d'ailleurs. Et ils le soulignent, malgré le fait qu'ils travaillent très dur. Ce sont également des individus
qui disent subir leur vie. Ils ont l'impression d'avoir peu de prise dans leur vie, les choses leur tombent dessus, viennent du haut, des élites, du gouvernement, etc. Ils se sentent invisibilisés, pas pris en compte, pas écoutés. Il y a aussi une notion assez anti-système dans la mesure où le système leur profite jamais, quoi. Ils ont beau faire quoi que ce soit, travailler, etc. C'est toujours les puissants, les riches, et puis les gens qui touchent les aides, et eux sont au milieu, et voilà, le système global ne leur profite jamais. Ils sont un peu les perdants de notre société. Voilà, ça se joint à un sentiment du coup de déclassement, de statut social assez bas. Ils sont pas assez considérés, ils nous disent qu'ils sont pas assez, ils se trouvent pas assez reconnus à leur juste valeur dans la société. Voilà, donc aussi avec un certain passéisme, je dirais. On entend beaucoup le c'était mieux avant, vraiment c'était mieux avant. Et parfois, on note vraiment un retrait de la vie collective, ils sont moins engagés, ils votent beaucoup moins, ils sont moins engagés, mobilisés dans des assauts, etc. Et parfois un peu une forme d'isolement social pour certains. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment leur paire de lunettes principale de la manière dont ils regardent le monde. Fiche d'identité, nous on le qualifie volontiers, ce qui les distingue vraiment, c'est vraiment un segment archi-féminin, enfin, vraiment composé d'actifs, donc 35-64, qui travaillent, en âge de travailler, situés en milieu périurbain rural et plutôt donc issus de classes moyennes et populaires. Vous avez les chiffres à droite, tous les graphiques, parce que nous on parle en surreprésentation, on va dire ce qui colore un petit peu plus ce segment par rapport au reste de la population française. 63% de femmes, c'est très fort par rapport à 52% dans la population française. Plus on se pointe en termes enfin, d'études, en termes de sexe, c'est très fort, donc c'est très féminin. Cela étant, quand vous faites une campagne ou un ciblage publicitaire, il ne faut pas oublier qu'il y a 4 laissés pour compte sur 10 qui sont des hommes, donc on les prend quand même en considération. Voilà, il y a les données globales qui sont sur la droite et il y a la surreprésentation qui colore et voilà, qui sont les insights à gauche. Donc on voit que dans les laissés pour compte, il y a effectivement plus d'ouvriers, d'employés, métiers du care. Donc tout ce qui est assistante médicale, infirmière, c'est très surreprésenté, notamment chez les femmes. Il y a aussi pas mal d'individus au foyer ou sans emploi, surreprésentés. Il y a une surreprésentation aussi dans la partie nord-est du pays. Donc, vous avez la carte en bas à droite. Vous vous dites les laissés pour compte sont vraiment très à l'est. Retenez, en fait, c'est juste que aussi l'est est plus densément peuplé au niveau de la population globale. Donc, voilà, il y a moins de monde à l'ouest, mais donc il y a une surreprésentation dans le nord-est. La moitié des foyers des laissés pour compte disent percevoir moins de 2 000 € par mois. La moitié, c'est plutôt 37% dans la population française, donc ils sont plus précaires. Ils sont aussi un peu plus divorcés, c'est pareil que la moyenne, bon, ça c'est pas hyper fort non plus. Et ils sont en retrait de la vie politique, donc on note, beaucoup disent je ne suis pas inscrit sur les listes, je ne vote pas. Et quand ils votent, il y a un survote pour le RN. Voilà pour les grosses tendances un petit peu de qui sont les laissés pour compte. Et ensuite, pour mieux expliquer leur vision du monde, qui est très marquée par la défiance, on vous propose un graphique. Ils ont une zone de confiance qui est vraiment circonscrite et très rapprochée à leur univers proche et local. Tout ce qui après s'éloigne suscite de la défiance et une grande inquiétude dès qu'on part sur le national et l'international. Donc là où ils sont bien, leur zone de confort, c'est leurs proches, très important leurs proches. Ils font confiance à leurs proches, c'est leur premier vecteur de sociabilité. On fait des repas en famille, les amis, c'est indispensable, ça passe même devant l'avis des journalistes. Donc voilà, c'est incontournable. Il y a aussi leurs voisins avec qui ils échangent, évidemment. Les agriculteurs, les laissés pour compte, se sentent très proches des agriculteurs, notamment des petits, parce qu'ils sont comme eux, il y a une sorte de parallélisme, ils sont victimes du système, ils ont beaucoup travailler, ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Donc il y a vraiment cette affinité forte avec les agriculteurs, pas du tout avec les gros, hein, puisque les gros, c'est les industriels, c'est ceux qui profitent. Mais voilà, on se serre les coudes avec les petits agriculteurs. C'est des gens aussi, donc ils ont une échelle et un positionnement dans la vie qui est très basé sur le territoire et le local, qui va de la commune, je dirais, à la région. C'est vraiment leur échelle et leur vision là où ils se sentent bien et voilà. On porte leur regard, je dirais. Donc ils sont inscrits aussi dans des groupes un peu affinitaires, communautaires, le foot, la chasse, le sport à échelle locale, etc. Et puis à noter également que dans la définition de leur identité, la France est vraiment un pilier important. Ils ont une forte appartenance nationale. Donc ça, c'est ce qui les caractérise, c'est ce qui marche pour eux, on va dire. Plus difficile, ils ont vraiment une vision de la société qui est assez divisée et il y a vraiment une concurrence entre les publics. Vous allez voir, ils sont méfiants, il y a beaucoup de méfiance envers les autres. Les autres, il ne faut pas faire confiance, c'est chacun pour soi dans la vie. Il y a aussi les élites.
les élites surtout politiques, mais aussi parfois un peu les riches, qui profitent du système, donc ils sont tout en haut. Et puis en dessous, à l'inverse, il y a les profiteurs. Je vous le disais un peu en intro, c'est ceux qui touchent les aides, c'est ceux qui ne travaillent pas. On va voir aussi, il y a les migrants, etc. Donc concurrence des publics, eux, ils trouvent qu'ils ne sont jamais aidés. Donc ils tiennent tous ces gens-là un peu à distance. Et puis les médias, comme je vous le disais, bon, il y a quand même une confiance dans les médias, mais c'est vraiment, c'est pas un acteur de référence, de confiance sur l'information, c'est d'abord les proches, puis les scientifiques, et ensuite les médias et les journalistes. Et puis encore plus fort, donc vraiment beaucoup de défiance généralisée et vraiment de l'inquiétude pour les politiques, vraiment pour vraiment toute la démocratie à tous les étages, sentiment d'impuissance, de ne pas être écouté, le gouvernement ne nous écoute pas, ne nous prend pas en compte, donc ça c'est très très fort. Et je vous le disais, les migrants, vision assez négative de l'immigration, concurrence des publics, donc ils profitent, on ne se soucie pas de nous, on nous aide pas assez, par contre, on va aider les autres et aussi une dimension sécuritaire qui arrive en deuxième. Et puis il y a aussi la mondialisation, ils nous ont une vision du commerce international assez négative. On retrouve cette grille de lecture, les puissants, les grands, les petits. Donc eux, ils sont dans les petits, les perdants de la mondialisation. Les pays comme la Chine, les US, s'en mettent plein les poches, etc. Donc voilà. Tout ce qui est lointain, plutôt lointain à eux, est source un peu de défiance et d'inquiétude. Si on écoute cela avec leurs mots, parce qu'on s'est basé quand même sur leurs mots, on a Leïla qui nous dit, il y a beaucoup de sujets où je ne fais pas confiance et je ne sais pas si ce qu'on me dit est vrai ou pas. Il y a Nicolas qui nous dit, bah, pour moi, je trouve que rien va en s'améliorant. Intéressant, Annabelle, elle nous dit, on parle beaucoup de tout ce qui est guerre à l'étranger. Il y a suffisamment d'actualité en France pour en parler. La France est mise à l'écart. Je les plains, les pauvres. Mais bon, en France, il y a des gens à plaindre comme nous aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà pour nous, alors qu'en France, il n'y a pas d'argent et on envoie tellement de gens déjà à l'étranger pour les aider. On nous prend pour des imbéciles, la Terre va mal, mais c'est de notre faute. C'est à nous de faire des efforts, c'est à nous de mettre la main au portefeuille pour corriger ce qui ne va pas. Le gouvernement est juste là pour nous pointer du doigt en disant ouh, la population, c'est pas bien ce que vous faites. Et enfin, on a Laurence qui nous dit on a l'impression qu'on nous demande énormément d'efforts et finalement, plus on grappe dans la pyramide, plus on a l'impression que les efforts sont moindres et sont petits. Et donc, du coup, on a l'impression de faire énormément, mais d'être finalement les seuls à faire les efforts. Voilà, grosso modo, un petit peu, je vous ai dressé un peu ce que j'appelle la fiche d'identité des Français, pardon, des laissés pour compte. On va basculer sur le rapport aux médias, à l'information et à l'actualité. Je vous en dresse un peu sans slide, peut-être un rapport global aux médias et à l'actualité, un rapport, donc disons un rapport particulièrement négatif, parce qu'on est un petit peu là-dedans, mais une très forte lassitude et une très forte défiance. La lassitude, elle existe chez tous les Français. Il y a vraiment l'observatoire de référence, c'est l'observatoire de la confiance des médias pardon, la confiance des Français dans les médias de la Croix qui existe depuis 87, donc c'est à peu près un Français sur deux qui dit qu'il y a une certaine lassitude, etc. Et une défiance. Là, c'est beaucoup plus fort chez les laissés pour compte. Ça s'entend parce qu'on a vu qu'ils avaient déjà des lunettes un petit peu de pessimisme. Leur vie est déjà compliquée et dure au quotidien. Ils ont l'impression, quand ils regardent les médias et notamment la télévision, parce que c'est presque exclusivement porté par la télévision, ils ne voient que du négatif. On leur demande de parler d'actualité, ils sont capables de nous citer 10 actualités négatives. On leur demande est-ce que vous avez vu passer quelque chose de positif, quelle que soit la chose, ils en sont incapables. Il n'y a rien de positif pour eux. Ils ne voient pas de solution. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment leur rapport à l'actualité. Ça a généré des différentes stratégies d'adaptation, je dirais. Il y a ceux qui se sont coupés totalement, et notamment depuis le Covid, ça nous a été beaucoup dit. Depuis le Covid, trop anxiogène, je me coupe totalement, je ne regarde plus du tout les infos. Il y a une deuxième partie qui est une strate de réduction. Je vais limiter. Il y en a qui nous ont dit bah, moi, je regarde BFM, mais pas plus d'une demi-heure. Pas en continu. Ou alors, on choisit une ou deux émissions. Voilà, on réduit. Et il y a les plus informés, je dirais, ce qui appartient à une typologie vraiment de ceux qui ont la meilleure vision, un petit peu la plus large, je dirais, du climat, qui va maîtriser, qui a une consommation maîtrisée et qui vont dire, attendez, c'est orienté, moi je prends BFM, je prends le JT de France 2 et je prends TF1 et je me fais mon idée à moi parce que je vois bien qu'on ne nous raconte pas toujours la même chose. Voilà. En termes de consommation média, vous avez donc le graphe, c'est du quanti, donc c'est ceux qui nous ont déclaré regarder ou écouter ces médias quotidiennement. Donc en jaune, vous avez les laissés pour compte versus la moyenne française en gris. Donc on s'aperçoit quand même quelle similitude la télévision énormément, les réseaux sociaux ensuite, et ensuite on voit qu'ils sont un peu en retrait de la radio, encore davantage des sites d'information en ligne, donc presse en ligne, et de la presse papier, magazine, encore davantage. Euh,
Qu'est-ce que je voulais te dire là-dessus? Donc la télévision, ça reste quand même le média le plus plébiscité, surtout les JT. Ils regardent tous les JT, notamment celui TF1, M6, aussi France Télévisions. Ils le regardent le matin et ou le soir. On a quand même une très forte présence de BFM. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant, TPMP est vraiment tout le temps cité. Alors c'est vraiment presque un pilier d'identification. Soit on adore, soit on le déteste. On leur dit, qu'est-ce que vous regardez? Ceux qui ne le regardent pas disent, par contre, je ne regarde pas TPMP parce que c'est vraiment nul, je m'en tiens à distance. Mais il est toujours là dans le discours. C'est assez fort. Pour ce qui est des réseaux sociaux, donc ils y sont, 38% disent y aller régulièrement et quotidiennement. C'est plutôt Facebook, un peu TikTok. Pardon, c'est plutôt Facebook, un peu Instagram, TikTok plus marginalement pour les jeunes. Twitter totalement absent, il n'y a pas Twitter. Cela dit, quand on regarde dans le détail, on est plutôt sur suivre les publications de ses amis, les groupes communautaires, on suit le groupe de sa ville, un peu la presse locale, mais pour eux, ils ne l'identifient pas du tout comme un moyen d'information et de suivre les actualités. Pas du tout. Ensuite, on a la radio, mais donc la radio, c'est plutôt le matin, écouter la matinale dans la voiture. Les sites d'information intéressants, ils les regardent, mais via Google Actualité. Ils s'informent en regardant Google Actualité ou des agrégateurs natifs sur les smartphones, mais ils ne vont pas chercher sur les sites Internet. Ils ne vont pas chercher, si on leur demande si vous avez une préférence, ils ne vont pas dire je vais plutôt sur le monde. Ils n'identifient pas, ils n'ont pas de préférence. Souvent, ils n'identifient pas la source consultée. Et pour ce qui est de la presse, donc vraiment, il n'y a pas de presse nationale. En gros, hein, ils ne lisent pas la presse nationale, à grande maille, hein, il peut y avoir quelques exceptions. Mais, par contre, ils lisent la PQR de manière directe en l'achetant, ou souvent, ils nous l'ont dit de manière indirecte au boulot. Il y a beaucoup de gens qui regardent la télé ou qui lisent la PQR au boulot, chez la famille, ou au tabac. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est le qualitatif. Donc, c'est ceux qui disent, enfin, c'est la consommation. Donc, ils disent beaucoup regarder la télévision, beaucoup consulter les réseaux sociaux. Mais quand on regarde en termes d'affinité, de perception, de qualitatif, la pyramide est inversée. C'est-à-dire que ils ont enfin, ils sont très virulents vis-à-vis de la télévision. Et par contre, la presse et la PQR, donc, exclusivement, ils ont une image positive ou neutre. Parce qu'il y a des solutions, ça leur parle, c'est à l'échelle locale. Donc, ils arrivent à s'identifier. La radio, c'est plutôt neutre. Par contre, quand on regarde les réseaux sociaux et la télévision, les réseaux sociaux, il y a une défiance. Dès qu'on en parle, ah oui, mais moi je me cache, je prends le compte de ma femme, ouh là là, qu'est-ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux? Et pareil, la télévision, c'est ce qui est le plus regardé, mais aussi le plus décrié. Je vous ai juste gardé le topo sur la télévision. Le plus anxiogène, quand on leur demande qui en termes d'information, ils considèrent comme source de confiance, ils nous parlent des animateurs télévision, des animateurs télé, donc Hanouna, Bruce Toussaint, Pascal Praud, Élise Lucet et Laurent Delahousse ont été les plus mentionnés. Je passe ça. On leur a demandé également, intéressant, donc quelles étaient les figures ils identifient, eux, qui parlent d'environnement, d'écologie. Voilà, environnement, on a vraiment élargi, hein, pas que écologie et climat. Il y a plusieurs études, dont une qui a été faite par Destin Commun, qui a proposé des émetteurs. Nous, on n'a proposé personne, donc c'est très large. On leur a dit qui, selon vous, ils pouvaient citer n'importe qui. On leur a rien mis en bouche. Ce qui ressort et ce qu'il faut retenir, le principal insight, hein, c'est l'absence de référence. C'est 60% des personnes nous ont dit aucune idée. Je ne sais pas. C'est basé sur 30 personnes, donc vous voyez, quand vous dites oh, Hugo Clément est cité, Sandrine Rousseau également, les petits cercles, c'est une personne. Donc c'est très peu. Donc c'est globalement, je ne sais pas. On a eu du Greenpeace assez fort, assez fortement, plus ou moins identifié. Greenpeace, ils doivent faire des choses, je sais pas, mais ils doivent faire des choses de bien. Parfois, vous savez, vous devez forcément le connaître. C'est l'association là, vous savez, ils font des trucs. Greenpeace, oui, c'est Greenpeace. Donc c'est Greenpeace, mais on sait même pas encore vraiment ce qu'ils font. Il y a un peu du Greta, il y a effectivement Nicolas Hulot, Cousteau. Donc ouais, il n'y a pas énormément de figures un petit peu nouvelles, effectivement, à part Greta et Hugo. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de figures de référence là-dessus. Il y a les militants qui nous ont été cités, à savoir que les militants, donc ils identifient personne, hein. Il y a vraiment aucune identification d'assaut et d'ONG derrière, aucun nom. C'était souvent relié, le plus souvent, même toujours, aux dernières actions militantes radicales qui étaient menées, le périph', les peintures, aspergées, etc., sans trop savoir. Oui, il y a des gens, je crois que j'ai entendu parler, qui s'assoient sur le périph', mais je ne sais même pas pourquoi ils font ça. Voilà, et du coup, la réception de tout ça, et notamment des actions militantes, est vraiment partagée, soit on ne sait pas très bien. Donc, c'est ni négatif ni positif.
Soit il y en a qui vont être plutôt pour, plutôt contre. Il y a pas de, en tout cas, il y a pas de, ça ne suscite pas ni de levée de bouclier, ni d'adhésion totale. Voilà, il y a quand même encore du flou là-dedans. Donc, ils ne se sentent pas souvent écoutés ni représentés. Il y a Destin Commun qui a fait une étude pour leur demander, bon, quelles sont vraiment les qualités que vous attendrez d'un émetteur qui vous, voilà, qui pourrait parler en votre nom, enfin, qui vous inspirerait confiance sur le sujet de l'environnement et de l'écologie. La première chose qui revient chez eux, qui n'est pas du tout la même chose pour les stabilisateurs, les militants, les autres familles de valeurs, c'est la proximité avec les gens comme nous. Très important. Il faut quelqu'un qui me ressemble, qui me comprenne. Quelqu'un qui a de l'expertise et notamment de l'expertise terrain. Et puis quelqu'un qui est sympa. Euh, voilà. Donc quand on les interroge à propos de Nicolas Hulot, on aime bien Nicolas Hulot parce qu'on a senti qu'il avait des connaissances. On aime bien Jordan Bardella parce qu'il paraît compréhensif, il paraît comprendre ce qu'on vit et de savoir de quoi il parle. Donc il est capable de se relier à nous et on apprend notamment que Marine Le Pen on peut être rigolote. On la trouve rigolote parfois. On passe maintenant sur la partie rapport à l'environnement, à l'écologie, à la transition aux médias. On a essayé de varier les vocabulaires pour que pour qu'on puisse parler un petit peu de tout ça globalement. Le premier constat, c'est que l'existence du changement climatique, il fait consensus, comme au sein du reste de la population française. Le changement climatique existe. Ils le savent, ils le perçoivent de manière locale dans leur jardin, chez eux, leurs voisins. Ils nous le racontent. J'ai mon étang qui est complètement asséché. Je n'ai jamais connu ça en 30 ans. C'est la deuxième année consécutive où on n'a pas d'eau. L'année passée, on a perdu tous les poissons qui étaient dedans. On a dû ramasser les carpes, les brochets, les enterrer. Donc oui, le changement climatique, il est là, il est important. Stéphane, il a été en vacances. Il nous dit, je suis allé à la montagne en vacances cet été. Et quand on voit qu'il fait 25 degrés à 2000 mètres, c'est inquiétant. Donc sur ça, ils en sont conscients. Enfin, ils le voient. Ça génère chez eux, ce qui est vraiment collé, c'est vraiment une attitude du fatalisme, quoi. Très clairement, il est trop tard. Pour eux, il est trop tard. Tout est déjà réglé, donc après, même si on fait attention, c'est pour gagner des jours ou des mois. Ce qui m'inquiète, c'est que je pense que de toute façon, c'est cuit, on est à un point de non-retour. Et enfin, on a Cynthia qui nous dit qu'elle pense que c'est déjà trop tard, même si on trouvait des avancées maintenant, des technologies, elle pense que c'est trop tard en fait pour sauver quelque chose. C'est très fort. Donc nous, la manière dont on analyse ça, on se dit qu'effectivement, peut-être l'enjeu, c'est peut-être pas tant de faire connaître le changement climatique, enfin d'alerter sur l'existence du changement climatique, peut-être un petit peu d'expliquer de manière plus qualitative les causes, les conséquences, parce que vous allez voir que c'est pas tout à fait identifié là-dessus, mais en tout cas, l'existence, ils la perçoivent très dans leur vie. Ce qui va être l'enjeu principal des laissés pour compte, c'est leur redonner le pouvoir et l'envie d'agir, quoi, face à cela, face à ce constat qui les terrorise un peu. Leur vision du climat, comme je vous le disais, du coup, la nécessité peut-être de Cali dans cette idée d'avoir différents axes de discours pour mieux faire passer le discours et mieux comprendre les causes, les conséquences, c'est qu'ils ont une vision du climat qui est hyper resserrée sur les déchets et la pollution. Donc, nous, on appelle ça absence de vision systémique, globale. Quand on les écoute et qu'on leur demande c'est quoi le climat pour vous, le sujet, déchets, pollution. Ça ressort là-dessus. La pollution est liée donc aux usines et à l'industrie et au plastique. Mais donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça va aussi avec les petits gestes. Je n'ai pas mis la slide là parce qu'on n'avait pas assez de temps, mais tout de suite, qu'est-ce que vous faites pour le climat? Je trie mes déchets. Et je laisse aucun papier par terre. Et je les ramasse même quand les gens en laissent traîner par terre. Et puis la pollution. Donc c'est vraiment, voilà, la vision est très branchée sur les déchets, la pollution. On note aussi le changement climatique, les températures. Et de manière plus lointaine, il y a la voiture, les glaciers, on comprend un petit peu les leviers en fait d'action, mais c'est une vision très très resserrée à ce niveau-là. On appelle ça voilà, une vision, une échelle voilà, très très resserrée. Et à noter que quand on leur a parlé de nature, bon, c'est peut-être évident pour vous, hein, je le dis quand même, c'était pas du tout la même perception du mot. Qui était neutre, descriptif, voire poétique. C'est les arbres, c'est la campagne, c'est la liberté, c'est essentiel, la nature, c'est beau. L'insight, on l'a mis, c'est on n'a pas du tout jamais entendu parler de carbone, de CO2, de gaz à effet de serre, d'énergie fossile, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est des mots que nous, on utilise dans nos jargons, mais voilà, ça ne sort pas de leur bouche. Pas du tout, jamais. Être écolo, c'est intéressant. On leur demande est-ce que pour vous, vous êtes écolo? C'est une notion floue et ils n'ont pas de figure de référence, sinon celles qui sont à côté d'eux. Donc, être écolo, ils savent que c'est faire mieux qu'eux, mais ils savent pas trop quoi.
Voilà, Eric nous dit, je pense que pour être écolo, il faut faire plus que ça. Être écolo, à mon avis, ça doit pas se limiter qu'au tri aux déchets, mais je sais pas trop. Alain, il dit, je me verrais pas écolo comme certaines personnes peuvent l'être, qui font attention à tout, qui font à peu près attention à tout. Quand on lui demande, ça veut dire quoi? Bah, ils font attention à tout, quoi. Ils savent pas trop. On l'a noté dans une certaine typologie, on a appelé, il y a une certaine partie de ces laissés pour compte qui sont convaincus et qui demandent des conseils. Ils disent, bah, on ne sait pas quoi faire, on ne voit pas de solution, on a besoin d'être accompagné. Il y a un besoin là-dessus. Il y en a d'autres qui ont des figures de référence. Et donc, comme on l'a dit, comme ils n'ont pas de vision systémique, ça se rapproche, ça se joue sur leurs proches. Donc, ils ont tous un ami ou un voisin qui fait bien, qui est hyper écolo, parce que bah, y en a un voilà, qui vit dans une cabane sans électricité. Ça les inspire d'ailleurs. Ils trouvent ça positif à chaque fois. Ils trouvent ça fort, mais ils ne se verraient pas le faire. On a voilà, des agriculteurs, c'est très aussi branché sur. Il y avait vraiment un prisme les engrais écolo, le jardin bio, tout ça, c'est très écolo. Être écolo, c'est faire son jardin sans pesticides. C'est les agriculteurs qui n'utilisent pas de pesticides. Donc voilà, ça se rapporte à ça, qu'est-ce que être écolo. Donc ils n'en sont pas, mais ils ont quelques proches qui en sont. Et sinon, il faudrait faire des choses, on le sait bien, mais une difficulté vraiment à savoir quoi. Quelques autres un petit peu, je dirais, enseignements qu'on a glanés ci et là. Donc, je vous l'ai dit, on ne voit pas trop ce qu'il faudrait faire, une incapacité à voir ce qu'il faudrait faire au-delà un petit peu des petits gestes du quotidien. Une absence d'ordre de grandeur. Il y a, je vais moins prendre ma voiture, mais est-ce que ça vaut plus que trier ses déchets? C'est pas très clair. On a noté une absence de rejet de toute forme de mobilisation. Donc, je vous l'ai dit, il y a pas de haine anti-écolo. Ils nous ont pas dit, je pense que c'est sorti 2 fois. Mais sinon, ils nous ont pas dit, oh, les écolos, c'est ces bobos parisiens dans lesquels je me reconnais pas. Il n'y avait pas de haine écolo. Certains ont participé aux manifs pour les retraites, d'autres ont soutenu les gilets jaunes. Donc voilà, il n'y a pas de rejet de toute forme de mobilisation. Ils pourraient le faire, même, ils disent. Ce qui est intéressant, c'est quand on leur dit, bah ça, c'est de l'écologie. Pour moi, ça, c'est pas écologique, c'est être citoyen. Je suis citoyen, je ramasse, bon, c'est toujours je ramasse mes déchets, etc. Voilà, le civisme plus que l'écologie. Ils ont une perception majoritaire qu'il faudrait et qu'ils devraient faire mieux, faire mieux. C'est intériorisé, ils sentent la pression, il y a une certaine pression et contrainte intériorisée. Ils ont l'autocritique facile, c'est très marqué chez eux et ils ont une volonté, c'était dans nos sondages majoritaires d'en faire plus, au même niveau que les Français. Voilà, 7 sur 10 disent vouloir en faire plus, c'est comme les Français. Va falloir que j'accélère ou que je vais un petit peu sauter les choses. Le pouvoir d'achat, pour eux, c'est hyper central. Ça passe largement devant l'écologie. C'est important de le prendre en compte puisque ça crée une tension entre les deux. Et si on les oppose, c'est toujours ça sera toujours le pouvoir d'achat qui gagne. Donc très important là-dedans, je pense, quand on fait passer des arguments, de montrer l'économique, ou au moins de lier l'économique à l'écologique, parce que sinon, ça ne passera pas. Je suis désolée, je vais passer. On a distingué 3 grands risques de rejet vraiment importants à désamorcer avec au niveau de nos communications. La contrainte et la culpabilisation, ça pèse très fort sur eux. Je trouve que c'est trop dans la contrainte. On nous met vraiment la pression alors que je ne peux pas faire autrement. Il y a aussi le manque d'exemplarité qui est très médiatisé des élites, du gouvernement. Ça génère chez eux vraiment un refus de faire sa part. Parce que c'est pas eux qui doivent montrer l'exemple. Si les grands le font pas, si ceux d'au-dessus le font pas, bah pourquoi moi je le ferais? Donc ça c'est vraiment un risque de rejet. Je ne passe pas à l'action parce que les autres le font pas. Et le troisième risque de rejet, c'est le manque d'identification. Ils ont pas d'émetteur en fait à qui se relier, qui leur ressemble, qui parle comme eux. On a Christelle que je trouve concentre très bien ces droits à rejet. J'ai l'impression qu'on me prend un peu pour une idiote. Si on me dit oui, tu comprends avec ta voiture, tu pollues, oui, mais je dois faire quoi? Prendre le tram pendant 1h30. Le sentiment que j'ai, moi, c'est qu'on nous impose plein de règles, mais que les gens qui imposent eux-mêmes s'octroient beaucoup de liberté et ça devient un peu insupportable. Voilà. On a identifié tout ça quand même des leviers, parce que tout n'est pas négatif, et on s'est dit, bah, on pourrait dire, bah, on ne peut pas du tout les adresser, puisque ils ne veulent pas nous entendre, mais si, en fait, il y a quand même des leviers très forts. Il y a le pouvoir d'achat, l'argument, c'est, leur motivation, c'est faire des économies. Ce qu'on peut leur proposer comme max de discours adapté, c'est bah, de proposer des actions astucieuses, malines, tout ce qui est promo, bon plan, et faire passer l'économique avant l'environnemental, comme je vous disais, ou au moins essayer de lier les deux.
Il y a aussi les enfants. C'est très fort chez eux. C'est préserver l'avenir de leurs enfants et leurs petits-enfants. Pour eux, ça les inquiète pas, mais ils sont très inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Donc, c'est quand on parle de l'environnement, essayer de placer les enfants comme principaux bénéficiaires, en fait, des actions et des changements. C'est peut-être jouer sur la dimension de transmission, l'éducation des enfants. Quelque chose qui est aussi assez fort, c'est la santé. Éviter le risque de maladie. Il relie bien quand même les pesticides, les antennes, un peu la pollution partout, les usines. Ça donne des cancers, tout ça. Et ils en sont inquiets. Donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'un peu illustrer le lien entre pollution, changement climatique, santé? Est-ce qu'on peut faire le lien entre la santé et l'alimentation, qui est très fort chez eux? Je vous disais, cancer, alimentation, c'est assez relié. Les pesticides, ils voudraient manger bio. Ils n'ont pas les moyens de le faire, mais tous sont identifiés. Je voudrais manger du bio, mais concrètement, ils sont sur les supermarchés, les promotions, du fait d'avoir des soucis d'argent. On a effectivement, évidemment, en quatrième levier, changer le système. Donc, le système, ils sont pour changer le système radicalement, plus que les autres familles de valeurs, parce que le système ne leur profite pas. Donc, peut-être insister sur le caractère juste des mesures proposées, expliquer en fait comment des actions environnementales peuvent se relier finalement plus globalement à un changement de système qui serait plus juste, puisque rappelez-vous, la justice et l'équité sont vraiment une valeur très forte chez eux. La nature, préserver nos espaces naturels pour les générations futures. On peut essayer de lier un petit peu les conséquences du changement climatique sur la nature proche de chez eux, à un niveau local, et peut-être faire le lien avec les enfants, puisque montrer voilà, des enfants qui jouent dans la nature, qu'est-ce qui va leur rester. Et la dimension locale, donner la parole à des émetteurs locaux, donc des maires, des agriculteurs, des pompiers, qui auraient aussi ces qualités-là d'émetteurs qu'on a soulevés en entrée de presse, et aussi montrer des exemples concrets de solutions à l'échelle locale, dans leur région, leur commune, très important parce que, encore une fois, nous, on a l'impression peut-être d'en voir, mais eux, absolument pas. Ils ne voient pas de solution dans leur quotidien, dans leur consommation média et autour d'eux. Voilà. Parce qu'il nous reste un quart d'heure, en gros. Donc Ça Rémi, marche. the floor is yours. Si vous m'entendez bien, donc effectivement, une dizaine de minutes pour vous partager en fait des premiers conseils pour engager les laissés pour compte, ou plutôt pour adapter notre posture à cette population et rendre activables nos enseignements. Donc voilà, on résume ici en cinq conseils qu'on aimerait vous partager. Donc premier conseil, c'est euh, répondre à un enjeu principal qui est de redonner de la confiance et du pouvoir d'agir, donc c'est-à-dire valoriser leur implication actuelle et expliquer les bénéfices qu'il peut y avoir à agir davantage. Ça veut dire en 3 points, reconnaître les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, financièrement notamment, et les efforts auxquels ils consentent sans toujours les revendiquer. On en a parlé, les petits gestes, l'implication locale. Ça veut aussi dire pour nous répondre à cet enjeu qui est d'expliquer en quoi l'engagement pour l'environnement peut leur apporter une plus grande qualité de vie au quotidien, proposer des alternatives de consommation qui prennent en compte les préoccupations financières notamment. On en a parlé également. Et troisième point, en mettant en lumière des moyens d'agir dont ils ne sont pas forcément conscients aujourd'hui, donc des actions qui peuvent s'ancrer dans le quotidien ou être liées à une dimension locale, à l'échelle du quartier ou de la ville. Deuxième conseil, c'est évidemment adapter ces messages. Euh, Ça veut dire adapter son discours au niveau du ton d'abord, adopter un ton encourageant, bienveillant, pragmatique, sincère, voire sans blabla. On met ici quelques exemples de voilà, presque d'appels à action qui pourraient être intéressants pour ça et qui pourraient illustrer ce point. Vous aussi, vous pouvez réduire. Et si on essayait? Vous avez le pouvoir, etc. On ira moins, effectivement, sur des messages qui donnent le sentiment d'imposer, de demander, d'appliquer, d'infantiliser. Voilà, agissez, tout ce qui est de l'ordre de l'impératif. Il suffit c'est à vous de faire, d'agir, etc. C'est votre responsabilité. C'est des choses vers lesquelles on ira moins. En termes de discours, adapter son discours, ça veut dire reconnaître les difficultés du quotidien, parler des bénéfices individuels, du changement, être en affinité avec une certaine critique du système, on l'a vu le fait que c'est du bon sens finalement d'agir de telle ou telle façon, dans la façon dont on recommande. C'est pas toujours facile, c'est reconnaître un peu cette difficulté qu'il peut y avoir aussi à agir ou à s'engager. Et ça veut dire évidemment aller un petit peu moins dans les grands principes moraux ou les grands enjeux, les liens de cause à effet très indirects, comme par exemple, voilà, parce qu'on doit tous agir, parce que c'est pour le bien commun. Tous ces exemples de discours sont à moins privilégier, en tout cas pour cette population. Adapter ces messages, ça veut aussi dire faire un glissement en termes de temporalité.
donc s'ancrer plutôt dans le présent et vont évoquer les impacts actuels de la pollution ou du dérèglement climatique. Donc voilà, dès maintenant, nos paysages sont en train de se dégrader, ce qui se passe, agissez pour voilà, ce qui se passe sous nos yeux, etc. Moins que projeter cette population, en tout cas dans les messages, dans une temporalité floue, futuriste. Voilà, en 2050, c'est des choses qui fonctionnent moins, en tout cas, pour cette population. Et en termes d'espace, enfin, le glissement qu'il faut faire, c'est s'installer plutôt dans les lieux de vie, investir le local. On en a parlé, lieux de sociabilité, commerce de proximité. Parler du quartier, parler des figures de référence à l'échelle locale, ceux qui agissent près de chez vous, moins que de parler du monde, de la planète, voilà, de tout espace globalisé qui ramène à une forme d'impuissance. Voilà, le monde compte sur vous, etc. Pour illustrer ça, on vous propose quelques exemples, disons, de campagnes ou d'affiches, de dispositifs qui illustrent ces déplacements à effectuer. Donc là, vous voyez que euh, si on essaye de voir comment nos douzaines d'ondes précédentes s'appliquent, on a sur cette première campagne, ce qui fonctionne, c'est la tonalité simple, pragmatique, un discours de bon sens. On parle aussi du bénéfice ici financier, qui est intéressant. On évoque une action concrète, alors que sur le deuxième visuel, ce qui fonctionne moins, c'est ce lien moins direct entre l'assiette et la planète, dimension très globale et un combat moins concret. Deuxième exemple, plutôt dans le réemploi. Je vous laisse regarder ces deux visuels. Ce qui fonctionne dans le premier, c'est cette tonalité directe, voilà, sans blabla. On a un discours affinitaire qui est ancré dans le quotidien, on a des bénéfices qui sont concrets. La seule chose qu'on essaie de vous vendre, c'est de ne pas acheter. On est presque, voilà, on est sur quelque chose qui est presque de l'ordre aussi du bon sens. Dans le visuel de droite, ce qui fonctionne moins à notre sens, c'est que on essaye de traduire l'action en principe moral et puis on a un impact lointain et peu concret. C'est le bon choix pour la planète. Troisième exemple sur le tri sélectif. On a un premier visuel qui, à notre sens, fonctionne parce qu'il a une tonalité positive qui encourage, qui appelle à faire plus sans juger. On a quelque chose qui est ancré dans le territoire avec un impact qui est un impact local. Ici, vous compostez, vous préservez le béarn. Sur le visuel de droite, ce qui fonctionne moins à notre sens, c'est qu'on a une tonalité plus neutre et puis on a un espace qui est moins ancré localement. Voilà, la planète, je préserve la planète, je trie mes biodéchets, je préserve la planète. On a un aspect qui est assez indirect entre les deux actions. Donc voilà comment illustrer ces glissements en termes de discours qu'on peut effectuer pour adapter notre posture à cette population. Troisième conseil, c'est sélectionner les bons émetteurs, s'appuyer sur les bons émetteurs. On a vu que les proches, c'était leur zone de confort. Pour nous, il y a trois façons de répondre aux attributs d'un bon émetteur et à répondre aussi à ce manque de figures de référence sur les enjeux écologiques et climatiques. Première recommandation, ce serait de faire monter des figures affinitaires, des nouvelles voix, en fait, issues de la société civile, pour mettre en avant des personnes importantes dans le quotidien, pourquoi pas des commerçants, médecins, boulangers. On a parlé des agriculteurs, en faire de nouveaux influenceurs. Deuxième idée, ça peut être de s'appuyer sur les figures qui vulgarisent les sujets de transition en apportant un regard actuel, mesuré, peut-être plus bienveillant, inspiré par une expérience du terrain. On a parlé d'Hugo Clément, sont cités aussi, quand on interroge les laissés pour compte, Élise Luce et Yann Arthus Bertrand, qui ont une légitimité dans leur métier ou qui ont une légitimité de terrain. Troisième idée qu'on peut ici présenter, c'est dresser des ponts avec des figures populaires qui sont légitimes dans d'autres domaines. Pourquoi pas tenter d'impliquer ou de faire venir des sportifs pour parler d'alimentation, des chefs pour parler de qualité, d'origine de certains produits. Voilà, ils sont cités par les laissés pour compte des figures comme Stéphane Bern sur les enjeux patrimoniaux, par exemple, Philippe Etchebest sur les enjeux, pourquoi pas, santé, consommation, Mbappé. Voilà, c'est des figures qui peuvent dresser, en tout cas, et dresser des ponts, peuvent permettre, pardon, de dresser des ponts entre des figures populaires et les enjeux de transition. Quatrième conseil pour nous, c'est de choisir les canaux de communication. On en a parlé. Notre conseil serait de travailler ces différents canaux en priorité. Donc la presse, privilégier la presse quotidienne régionale. En RP, ça se traduit en RP par des actions qui peuvent être relayables et déclinables à l'échelle locale. En publicité, communication, c'est de travailler avec les réseaux de la presse quotidienne et régionale pour des inserts presse, par exemple. On a vu des campagnes récemment qui jouaient là-dessus et qui fonctionnaient bien.
En radio, en télé, ça veut dire être peut-être sur des programmes qui mêlent actualité et divertissement. Les formats courts aussi, façon reportage avant émission, qui peuvent être intéressants parce que c'est des choses aussi qui sont ressorties, notamment de nos entretiens. Les matinales pour la radio, pourquoi pas. Les JT restent incontournables et on a parlé effectivement de TF1, M6, France TV. Voilà, c'est des médias qui restent consommés par cette population. Sur les réseaux sociaux, on l'a vu, c'est un usage qui reste assez léger dans une démarche informationnelle, reste que il y a un usage qui peut être intéressant, notamment à l'échelle locale. Imaginez des annonces personnalisées pour sa région, sa ville, des visuels qui peuvent être affinitaires ou qui peuvent être déclinés en fonction de la région quand on est dans une démarche de campagne. Ça reste intéressant. Et le canal qui pour nous est peut-être sous-exploité et qui est assez prégnant, qui nous semble pertinent en tout cas pour cette population, c'est les supports physiques et locaux, les leviers de la com locale notamment, territorialisés. On a noté, comme on l'a dit, la pertinence des journaux de collectivité, des supports de la communication ultra-locale pour cette population, l'efficacité des supports visuels physiques, affichages, bon, qui permettent, comme vous le savez, d'être présents à une échelle locale, les supports publicitaires de proximité, ultra ciblés, voilà, support sac à baguette, support de sac à pharmacie, enfin tous ces supports qui existent aujourd'hui qui permettent de toucher à une échelle locale ou ultra locale. Et puis dernier conseil, proposer des modes de mobilisation adaptés. Lorsqu'on interroge les laissés pour compte, ce qui ressort, c'est d'abord le manque d'engagement, c'est assez significatif. Là, on le voit ici dans le, dans le, dans le tableau que vous voyez sur la gauche, donc avec en noir l'ensemble des répondants et en jaune ce qui concerne les laissés pour compte. Donc c'est d'abord le manque de forme de mobilisation adaptée qui ressort. Néanmoins, la pétition reste un support de mobilisation adapté. C'est un phénomène qui est relevé à une échelle plus globale par l'Observatoire des pétitions, par exemple, qui note que, au-delà de l'outil d'expression civique que ça représente, on a des préoccupations qui montent, qui montent enfin, qui gagnent en puissance à l'échelle locale et hyper locale. Donc, la préservation des espaces naturels, tout ce qui est cause animale, c'est des choses qui engagent et qui sont pertinentes pour les laisser pour compte. Voilà, tout ce qui permet aussi de soutenir peut-être aussi les lieux de proximité et les territoires. Mais surtout, globalement, ce qu'on retient, c'est qu'il y a aussi d'autres formes de mobilisation qui restent à imaginer. Donc, à l'échelle locale, pour impliquer le cercle de proches, comme on a vu que ça fait partie des figures de référence, ont été cités notamment dans nos entretiens les ramassages de déchets qui peuvent être faits à l'échelle collective, mais qui permettent aussi d'impliquer les proches, la famille, les enfants, etc. C'est un levier intéressant. Et puis, pourquoi pas des leviers qui permettent d'inviter à agir pour son territoire, la défense des services de proximité, on en a parlé, la protection de la nature, etc. Donc voilà, ces cinq conseils qui permettent de rendre activable, entre guillemets, ou en tout cas débaucher une façon d'activer nos enseignements. Et je m'arrête là. Je crois qu'Amélie était en train de parler. Pardon. Oui, j'avais coupé mon micro. Nous sommes parfaitement dans notre timing. Je ne sais pas si on rouvre, on va pas rouvrir une session de questions-réponses. On peut terminer 5 minutes avant, 2 minutes avant. Enfin, il est l'heure, quoi. Merci d'avoir été là. J'espère que ça annonce le début d'une bonne matinée, d'une bonne journée pour vous. Comme je vais vous dire, vous allez avoir le webinaire dans quelques semaines, l'étude en entier et un article qui résume le tout. Voilà, si vous avez des questions, vous avez mon mail amélie@parlonsclimat.org. Normalement, je vous avais envoyé un mail. Donc, n'hésitez pas, si on n'a pas répondu à vos questions, si vous voulez creuser, on a encore des choses et des focus sous le coude, notamment sur le pouvoir d'achat, le transport, la voiture électrique qui est beaucoup ressortie, etc. Voilà, on n'a pas tout testé, donc on ne peut pas rebondir sur l'ensemble de vos thématiques, mais voilà, on fera ce qu'on peut pour vous aider. N'hésitez pas aussi à mettre un mail pour me dire si vous voulez poursuivre avec l'événement, ceux qui sont inscrits ou pas, ou si vous voulez vous en désister. Je suis preneuse de ça également. Merci à vous et bon début de journée. Merci beaucoup. Bonne journée, merci beaucoup. Bon.